C'est cette nuit-là que j'ai complètement arrêté la drogue. Je m'appelle Matt, et à 21 ans, je croyais comprendre le monde. Quelle erreur. Mon pote avait dégoté des psychédéliques indiens que les sages prenaient pour se rapprocher de Dieu. J'avais mes propres merdes à gérer, donc tout ce qui pouvait m'amener à Dieu, j'étais partant. Le trip a commencé comme les autres, avec une tapisserie vibrante de couleurs et la dissolution des frontières physiques qui confinaient ma conscience. Mais cette fois, il y eut un changement, un courant sombre qui m'attira vers quelque chose d'inexplicable. Je me suis retrouvé devant un miroir, le verre n'étant plus un simple reflet de la réalité, mais une porte vers un royaume que j'aurais préféré ne jamais découvrir. En regardant dans le miroir, la première vague d'horreur m'a frappé. Le visage d'une femme, tordu de douleur, émergea des profondeurs. Ses yeux, remplis d'un désespoir éternel, se fixèrent dans les miens, et j'entendis sa voix résonner jusque dans mon âme. « Aidez-moi » supplia-t-elle, ses mains frappant la vitre, créant des ondulations comme si le miroir était la surface d'un étang troublé. Je reculai en titubant, le cœur battant à tout rompre, mais je ne pouvais détacher mon regard. La pièce autour de moi s'assombrit, et le miroir commença à montrer plus que mon propre reflet. Un enfant, pas plus de 6 ans, apparut près de la femme, le visage déformé en un cri silencieux alors qu'il tombait, encore et encore, sans jamais toucher le sol, pris dans une boucle de terreur. Je pouvais presque entendre le bruit de sa chute, un souffle d'air qui glaça ma colonne vertébrale. « Qui êtes-vous » réussis-je à dire, la voix tremblante. « Nous sommes les piégés. » La femme répondit, sa voix une tristesse mélodieuse qui tirait au bord de ma conscience. Condamnés à revivre nos horreurs, incapables de trouver la paix. Je voulais fuir, échapper aux visions du miroir, mais quelque chose me retenait, une fascination morbide, un besoin de comprendre. La surface du miroir ondula de nouveau, et une nouvelle horreur prit forme. Un homme, le corps émacié, des chaînes enroulées autour de ses membres, se traînant vers moi. Ses yeux étaient des creux de désespoir, et à chaque mouvement, les chaînes déchirèrent sa chair, laissant des traînées de sang éthérées. « Libère-nous » murmura-t-il d'une voix rauque, mélange de douleur et de supplication. Je reculai, l'esprit ébranlé par l'assaut de leurs existences torturées. L'air devint soudain glacial, une étreinte frigorifique qui ressemblait au toucher même de la mort. « Pourquoi moi » chuchotai-je, ma voix perdue dans la tempête grandissante de leur désespoir. « Tu nous vois, tu peux nous libérer. » Mais comment aurais-je pu ? C'est un voyage de folie, mec. J'ai commencé à rire, et soudain la surface du miroir s'est calmée pour montrer à nouveau mon propre reflet. Je me suis réveillé le lendemain dans un bâtiment délabré où les garçons de la ville venaient se défoncer. Devant moi se trouvait le même miroir du voyage. Les souvenirs de la nuit griffaient soudain les bords de ma conscience. Tout cela ressemblait à un mauvais rêve, un fruit de mon imagination stimulée par ce trip psychédélique. Pourtant, les échos de leurs supplications persistaient, rappel constant des horreurs que j'avais vues. J'ai passé la journée dans un état second, incapable de me débarrasser de l'impression que ce que j'avais vécu était plus qu'une simple hallucination. C'était un appel, un devoir que j'avais trop peur d'accepter. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant des ombres qui dansaient comme des spectres dans ma chambre, je savais que je ne pouvais plus ignorer leurs cris. Je devais retourner au miroir, affronter l'obscurité et trouver un moyen de libérer les âmes piégées à l'intérieur. Mais rien n'aurait pu me préparer à la vérité qui m'attendait, une révélation qui allait à jamais changer ma compréhension du monde et de ma place en son sein. Ce soir-là, je me suis défoncé pour la dernière fois. Avec une résolution à la fois étrangère et essentielle à mon être, je me suis de nouveau approché du miroir. La pièce s'assombrit comme si la lumière elle-même hésitait à voir ce qui allait arriver. Mon reflet me fixait, spectre du garçon ayant franchi sans le savoir le royaume des damnés. J'ai tendu la main, mes doigts effleurant l'herbe froide, m'attendant presque à être happé dans l'abîme. Mais la surface ondula, et la femme réapparut, son visage empreint d'une gratitude solennelle. « Tu es revenu, » murmura-t-elle. « Je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. »« Les objets, » dit-elle, sa voix plus claire maintenant,
comme si ma présence lui donnait de la force. Un briquet, du sel et une bougie. Ce sont les clés. Ces instructions étaient cryptiques, mais elles résonnaient d'une vérité indéniable. J'ai baissé les yeux et vu un sac dans ma main avec un briquet, du sel et une bougie. Étrangement, je ne me souvenais même pas de l'avoir acheté. La femme me guidait, sa voix tel un phare dans l'obscurité grandissante. J'ai placé la bougie devant le miroir et l'ai entourée de sel. Mais au moment de l'allumer, je me suis arrêté. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai senti que quelque chose clochait. J'étais encore défoncé, le monde tournait autour de moi. Ma température a grimpé d'un coup et je voyais des couleurs inconnues. Puis j'ai vu ses yeux pleins d'impatience. « Allume-le. Libère-moi. Libère-nous. » Mais je ne pouvais pas. Quelque chose me retenait. « Libère-nous. » murmura-t-elle encore. Mes mains tremblaient. « Libère-nous. » Cette fois, elle cria, impatiente, et je reculai d'instinct. C'est là qu'elle rugit. Ses lèvres s'ouvrirent sur des dents acérées comme des pinces, gencives saillantes. L'enfant apparut derrière elle, yeux noirs comme l'espace, peau blême. Puis, l'homme arriva, peau en décomposition, pendante, collée aux os. Elle hurla, l'enfant pleura, l'homme gémit. À cet instant, j'ai eu la peur de ma vie. Des formes étranges m'entouraient, des miroirs surgissaient, des motifs géométriques apparaissaient. Le sol sous mes pieds tremblait tandis que leurs cris résonnaient. J'ai senti la maison trembler, puis, comme la femme frappant le miroir, je me suis effondré, l'obscurité envahissant mes yeux. À mon réveil, la pièce était lumineuse, l'atmosphère oppressante s'était dissipée comme un brouillard à l'aube. Je fixais mon reflet dans ce miroir sale, encore la chair de poule, cherchant la moindre trace des horreurs que j'avais vues. Mais il n'y avait que moi, les yeux écarquillés, mêlant peur et fascination. J'ai mis ça sur le compte des psychédéliques. Quel que soit le trip, c'était bien trop réel. Les jours suivants, je me suis convaincu que ce n'était qu'une hallucination, un mauvais trip dû aux psychédéliques. Pourtant, une part de moi ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de profond et terriblement réel s'était produit. Ce n'est qu'en tombant sur un vieux journal poussiéreux caché sous les planches de ma chambre que j'ai compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Le journal appartenait à l'ancienne occupante, une jeune femme qui s'adonnait à l'occultisme. Elle parlait du miroir, un héritage familial, et de son pouvoir à piéger les âmes des morts, les condamnant à revivre leurs tourments. Il y avait aussi une photo de son mari et de son enfant. Ce que j'ai vu cette nuit-là n'était pas une hallucination. Tout avait commencé comme une aventure, une escapade de week-end dans une cabane au cœur de la forêt, entourée par la nature sauvage. Mon amie Suzanne avait suggéré qu'on essaie quelque chose de nouveau, quelque chose pour briser la monotonie du quotidien. Ce quelque chose de nouveau était un psychédélique réputé pour déverrouiller les chambres profondes de l'esprit. On cherchait l'illumination, ou peut-être juste une histoire à raconter, comme on a naïvement dansé dans la gueule d'un cauchemar insondable. Le premier trip a commencé assez innocemment. Des rires remplissaient la cabane tandis que les murs semblaient respirer et les couleurs dansaient en éclats vibrants. C'était magique, transcendant, jusqu'à ce que la nuit s'installe, apportant avec elle un sentiment d'angoisse palpable. « Suzanne, tu sens ça ?» Je me souviens avoir demandé, la voix tremblante alors que l'atmosphère joyeuse s'assombrissait. « C'est juste le trip, Sylvia. Laisse-toi porter. » Elle a répondu, sa voix apaisant ma panique montante. Mais ensuite, j'ai vu des ombres se tordre, converger en forme défiant les lois naturelles de lumière, et parmi eux émergea une silhouette aux yeux bleus perçants, des yeux qui semblaient pénétrer l'essence même de mon être. C'est alors que les rires s'éteignirent, remplacés par un silence si lourd qu'il menaçait de nous étouffer. Le démon de la forêt, comme j'entendis un son m'appeler, était une silhouette née de l'encre la plus sombre de la nuit. Il murmurait des promesses de désespoir et me narguait avec des visions de mes peurs les plus profondes.
tombé dans un vide noir sans fin, coincé dans un cercueil descendu sous terre sans souffle, puis entouré d'araignées et de rats qui dévoraient mon corps pendant que mes mains étaient enchaînées, et ensuite voir le démon de la forêt chargé sur moi. Chaque boucle recommençait avec de légères variations, un jour sans fin cauchemardesque avec notre santé mentale en jeu. « Le pire trip de ma vie », dit Suzanne, et je me rappelais que heureusement je tripais juste grave. Il n'y avait ni ombre ni démon de la forêt, mais je replongeais dans d'autres scénarios. Le démon nous poursuivait dans la forêt, ses pas résonnant comme nos cœurs affolés. Les arbres devenaient des silhouettes grotesques, leurs branches nous attrapant, déchirant nos vêtements et notre peau. On s'est réfugié dans la cabane, croyant être en sécurité, mais la porte a explosé alors que Suzanne criait pour que je l'aide. « Sylvia, s'il te plaît, tu dois me sauver de ça. » Les cris de Suzanne perçaient le chaos, sa silhouette traînée dans l'obscurité par l'horreur aux yeux bleus. Chaque fois que j'essayais de la sauver, tout recommençait, me replongeant au début du cauchemar. À chaque boucle, la cabane se délabre davantage, la forêt devient plus sinistre, et l'emprise du démon se resserre. Le désespoir m'envahit alors que je luttais pour briser le cycle, pour nous sauver d'une damnation éternelle. Les variations de la boucle apportaient de nouvelles horreurs. Dans l'une d'elles, j'ai vu Suzanne courir à mes côtés, aussi effrayée que moi. Elle m'a poussé à lui tenir la main, mais dès que je l'ai fait, elle m'a stoppé net d'une force surnaturelle. C'est là qu'un sourire sournois s'est dessiné sur son visage, et ses yeux sont devenus bleus d'un coup. J'ai tenté de me dégager, mais elle souriait toujours, puis, sans prévenir, elle a gémi d'une voix rauque et contre nature. En un instant, elle s'est transformée en monstre de la forêt, une créature sombre qui m'a glacé jusqu'aux os. J'ai senti mon sang se vider d'un coup, et j'ai commencé à perdre connaissance. C'est alors que soudain, sorti de nulle part, une grosse pierre a volé dans les airs et a frappé le démon en pleine face. Elle a lâché ma main et s'est tournée vers la source. « Laisse mon ami tranquille », ai-je entendu un instant, avant de perdre connaissance. Dans une autre scène, j'ai vu Suzanne parler aux escaliers, riant des formes abstraites qu'elle voyait et de la faim qu'elle ressentait. Soudain, tout est redevenu normal. Je suis revenu à moi. Je pouvais enfin respirer clairement, sentir ma tension revenir à la normale, me sentir vivant. C'était le pire trip, genre jamais. J'ai marmonné. Elle a ri. Tu les as eus où? Ce type? Quel type? Le type qui cultive des champignons dans le cimetière derrière chez moi? Elle a ri de nouveau. Quoi? C'est quoi ce bordel, Suze? J'ai réussi à parler. T'as vu quoi? Plein de trucs. Quel truc? Il y avait toutes ces images, des scènes de mes pires peurs. Et dans chaque scène, t'étais là à dire « Aide-moi ». Je suis resté sous le choc. Comment elle savait? « Aide-moi », elle a répété. « Tu dois m'aider ». Elle a répété, sa voix plus grave. « Sauve-moi ». Sa voix devenait plus grave et masculine à chaque instant. « Aide-moi ». Elle a hurlé d'une voix d'homme. Puis soudain, ses yeux bleus sont revenus et tout autour de moi s'est effondré. Tout ça, c'était encore le trip, et puis les scénarios d'horreur ont recommencé. À chaque fois, une constante demeurait. La supplique de Suzanne sur fond de ses yeux bleus hantés. C'est devenu mon encre, le point focal de ma détermination. Je devais la sauver. Je devais briser le cycle. Au fil des boucles, une réalisation glaçante m'est venue. Chaque scénario, aussi tordu soit-il, portait un grain de vérité, un reflet de nous-mêmes qu'on avait tenté d'enterrer. Le psychédélique n'avait pas juste ouvert la porte de notre esprit, il l'avait fracassée, nous exposant à des parts de notre psyché qu'on n'était pas prêt à affronter. Puis, sans prévenir, le cycle s'arrêta. La fin brutale du cycle était aussi désorientante que les boucles elles-mêmes. Je me suis retrouvé allongé dans une chambre d'hôpital stérile, le bip des machines remplaçant le silence inquiétant de la forêt. Le voyage psychédélique qui promettait l'illumination m'avait plutôt mené au bord de la folie, puis dans un coma d'1 mois.
En reprenant conscience, des fragments du cauchemar s'accrochaient à moi. Les yeux bleus du démon, les plus vifs de tous. Le soulagement du réveil était palpable, un contraste saisissant avec la terreur de cette boucle sans fin. Pourtant, alors que le brouillard du sommeil et des drogues se dissipait, un vide s'installa dans ma poitrine. « Susan » croassai-je, ma voix à peine un murmure. Le premier mot que j'ai prononcé après être revenu parmi les vivants. L'infirmière qui ajustait la perfusion s'arrêta et me regarda avec un mélange de soulagement et de tristesse. « Vous êtes réveillé, on ne savait pas quand, ni même si vous en sortiriez, » dit-elle doucement, m'offrant un sourire tendre, mais qui n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose là, une ombre de non-dit. « Où est Suzanne ?» insistai-je, l'urgence dans ma voix alimentant une angoisse grandissante. L'infirmière hésita, son expression se transformant en malaise. Il fallut un instant avant qu'elle ne parle, sa voix chargée du poids de mots qu'elle aurait préféré ne pas dire. « Suzanne, elle n'a pas survécu. » finit-elle par avouer, baissant les yeux pour éviter les miens. « Je suis vraiment désolé. Elle est décédée le jour où vous avez été retrouvés tous les deux. La nouvelle me frappa comme un coup physique, me coupant le souffle, les boucles, le démon, les supplications de Suzanne. Tout s'effondra sur moi avec une réalité brutale nouvelle. La culpabilité, vive et impitoyable, se fraya un chemin en moi. Étais-je coincé dans une boucle de ma propre création, incapable de la sauver ne serait-ce qu'une fois, mais ce furent les mots suivants de l'infirmière qui me glacèrent jusqu'aux os. Des mots qui allaient me hanter à jamais. C'était la chose la plus étrange. Quand ils l'ont trouvée, ses yeux étaient complètement bleus.